On se retrouve à présent pour le débat du soir. Mesdames et messieurs, merci à vous qui venez de nous rejoindre. Le président de la République, Patrice Talon, séjourne depuis hier au Qatar pour une visite de travail. Une visite de travail de 3 jours à Doha, au cours de laquelle Patrice Talon sera l'autre privilégié de l'émir du Qatar à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 de Qatar Economic Forum, un événement majeur rassemblant des dirigeants d'entreprises et des experts du monde entier. Ce forum offre une plateforme privilégiée, on peut le dire, pour discuter des opportunités d'investissement, des projets de développement et des initiatives de coopération économique. Patrice Talon a même déjà échangé ce matin avec son Altesse tchèque Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, autour de sujets d'intérêt relatifs à l'établissement d'une liaison aérienne directe entre les deux pays en vue de stimuler les investissements, le tourisme, le transport de fret et les échanges culturels à travers l'organisation d'expositions conjointes et le développement de partenariats muséaux. Ce soir, nous allons aborder avec les invités les impacts et les intérêts de cette visite au Qatar du chef de l'État, les intérêts donc pour le Bénin. Pour en parler, j'ai 3 invités. Je suis avec Mohamed Liamidi. Il est spécialiste en communication digitale et éditorialiste. Bonsoir à vous, Mohamed Liamidi. Bonsoir Angèle Touboula, bonsoir le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Bonne arrivée. À gauche, j'ai Monsieur Jean-Baptiste Onguet, il est acteur politique. Monsieur Onguet, bonsoir. Bonsoir Angèle. Comment vous allez? Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Et votre caméra est à ma droite. Et enfin, au milieu de vous tous, je suis avec Florent Oissounou, qui lui est journaliste. Bonsoir Florent. Bonsoir Angèle et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de télé. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau. Le plaisir il est partagé à chaque fois que vous répondez oui à notre invitation, Florent. Allez, mesdames et messieurs, si nous avons le temps, nous aurons un second sujet pour parler de 2 programmes d'envergure pour l'assainissement du cadre de vie, les programmes PAPC et PVS. Les impacts, nous allons les évaluer, surtout que nous sommes en saison des pluies. Les premières retombées ou en termes d'impact, nous allons tout de suite analyser ces effets. Démarrons déjà par ce sujet qui fait l'actualité. Évidemment, Mohamed Liamidi, la première question vous revient d'entrée. Vous, quelle est votre lecture première de cette participation du Bénin à ce forum? Merci. Au Qatar, bien évidemment. Écoutez, l'objectif du chef de l'État c'est d'assigner le rayonnement du pays qu'il dirige à l'international, c'est-à-dire le Bénin révélé, c'est toujours d'aller chercher les opportunités d'investissement un peu partout, pourvu que ça puisse avantager le pays qu'il dirige, c'est-à-dire le Bénin, et que ça puisse donc, en fin de compte, faire le bonheur du peuple, le bonheur des Béninois, pour qui il est à la tâche depuis qu'il a pris fonction en 2016. Et c'est donc globalement pour cela que le chef de l'État, à chaque fois qu'il sent qu'il a la possibilité d'opportunité quelque part pour son pays, n'hésite pas à se déplacer pour pouvoir capter ces opportunités-là pour le pays. C'est donc forcément cela qui a encore motivé une fois de plus le chef de l'État à se rendre au Qatar, à ce forum qui va réunir les acteurs économiques comme vous le voulez. Et qui parle du Qatar, ça veut forcément parle d'opportunités, parle de capitaux, surtout de capitaux. Et quand on a un pays comme le Bénin où tout est à construire, où on a investi dans les secteurs que nous connaissons, qui sont privilégiés, priorité pour le programme d'action du gouvernement, à savoir le secteur touristique, le secteur hôtelier, donc tout ce qui tourne autour de l'industrie du tourisme qui peut donc rapporter assez de devises pour le pays, parce que c'est de ça qu'on a besoin pour faire des investissements. Et donc, chaque fois que ces genre d'opportunités se présentent, le chef de l'État n'hésite pas à faire le déplacement. Et je pense que c'est ce qui justifie sa présence au Qatar pour ce forum
dont nous parlons ce soir. Oui, justement, le forum qui va démarrer le 20 demain. Voilà. Mais là, le chef de l'État a déjà échangé avec l'émir Jean-Baptiste Roumbouguet. Je demandais d'entrer la première lecture que vous avez en tant qu'analyse, acteur politique de cette participation du Bénin à cet événement d'envergure, de ce déplacement du chef de l'État au Qatar. Je dirais comme mon prédécesseur que c'est des moments inouïs et c'est la diplomatie qui est en marche. Seulement que quand j'ai suivi le départ et l'arrivée du chef de l'État, j'aurais bien aimé que le chef de l'État soit accompagné par quelques opérateurs économiques béninois, parce qu'on a parlé de forum économique qui va rassembler des hommes d'affaires, des créateurs d'emplois dans le monde entier. Alors, est-ce que le Bénin va continuer toujours pas être pauvrement représenté? Parce que le chef de l'État, c'est le père de la nation, c'est lui qui couvre la nation, il n'est plus commerçant, il n'est plus opérateur économique. Donc pour ces gens de forums, pour moi, ils devraient se faire accompagner par ne serait-ce ceux qui restent encore dans le pays, les hommes d'affaires, pour que les retombées économiques, les retombées industrielles qui vont jaillir puissent être pérennisées dans notre pays, afin que nous puissions avoir, comme dirait l'autre, l'économie florissante, qu'on crée beaucoup d'emplois pour les jeunes. Une seule personne ne peut pas tout faire. Il faut que le chef de l'État, nous sommes à la veille de son deuxième mandat, il faut qu'il fasse le rassemblement. Mais attendez, monsieur Roumbouguet, vous voulez que les opérateurs économiques soient dans sa délégation à lui en tant que chef d'État? C'est ça ce que vous dites? Le forum démarre demain, donc les opérateurs économiques ont la possibilité de rejoindre les discussions autant qu'ils voudraient. Là, Patrice Talon est dans une diplomatie, d'ailleurs qu'il a échangé aujourd'hui avec l'émir du Qatar. Donc, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Non, je ne sais pas si c'est fait sous ce format-là, sinon... Donc, sinon, on voit souvent des chefs de l'État qui se déplacent avec les hommes d'affaires de leur pays pour qu'ils en bénéficient. Parce que l'État est une continuité, le chef de l'État a un mandat d'un certain nombre d'années à faire, après il quitte, mais les opérateurs économiques restent. D'accord, oui, Florent Ressounou, vous avez la parole. Ce déplacement du chef de l'État à Doha, qui est appelé ou désigné comme une visite de travail, prend l'allure d'un voyage d'affaires. Quand on regarde ou on examine un tout petit peu le contenu de l'agenda, vous voyez, le chef de l'État va à Doha, ou bien il est depuis hier à Doha, suivant 3 objectifs. On dit qu'il faut renforcer les partenariats stratégiques, que le Bénin participera au Forum économique de Qatar 2025 et que le Bénin cherchera à attirer des investisseurs pour le pays. Donc vous voyez que lorsqu'on prend ces 3 paramètres, ces 3 points de l'agenda du chef de l'État, on voit qu'on est au-delà d'une visite ou d'un voyage de travail. On est plus dans le chemin d'un voyage d'affaires. Bon, ce qu'il faut souhaiter, c'est que ce voyage d'affaires profite à toute la nation et que les investisseurs qataris que la délégation béninoise voudrait attirer participent au développement de la zone industrielle de Glodjibé qui est vue comme une zone moderne, spéciale en Afrique de l'Ouest. Et donc, il faut souhaiter que ce voyage d'affaires, caricaturé sous forme de voyage ou désigné sous forme de visite de travail, puisse être utile à la nation. C'est ma première lecture de ce déplacement du chef de l'État béninois.
D'accord. Oui, Mohamed Eliamidi, au vu des premiers échanges de Patrice Talon avec l'émir du Qatar, qui a discuté d'une liaison aérienne directe entre les deux pays en vue de stimuler, a-t-on appris, les investissements, le tourisme, le transport et bien d'autres. Ces éléments sont déjà une approche de l'idée qu'on peut avoir des investissements que voudrait Patrice Talon au Bénin à l'issue, bien évidemment, de ce voyage. Déjà, quand on parle de liaison entre les deux pays, de vol, de liaison, c'est déjà pour faciliter l'arrivée de ceux qui veulent quitter ce lieu pour la destination Bénin. Parce qu'on en a besoin pour connaître les opportunités, pour pouvoir opérer ici. Il faut bien qu'ils puissent se déplacer. Et donc, pour faciliter la chose et donner d'engouement à cela, il faut bien pouvoir faire cela. Je pense que cela est utile pour en arriver là. Donc, c'est une première chose. Et quand on prend ça, parce que c'est important, on peut pas faire, il ne peut pas avoir de coopération, il ne peut pas avoir d'opportunité d'affaires et donc économique sans ça, sans la mobilité, sans le déplacement. Et ce rôle-là, c'est-à-dire que cette négociation-là, ce n'est pas la chambre de commerce qui le fera, ce n'est pas les entrepreneurs qui le feront, ce n'est pas les hommes d'affaires qui le feront. Ça se discute entre États. Et si on arrive, et si le gouvernement, le chef de l'État comprend l'importance de cela et qu'il le fait, c'est tout à fait normal et cela est à saluer. Parce que ceux qui en bénéficieront, c'est les investisseurs de part et d'autre, c'est-à-dire que les Qataris qui viendront ici pour faire les affaires et les Béninois aussi qui pourront se rendre là-bas pour nouer des partenariats. Donc, le profit, c'est dans les deux sens. Et ceux qui en profitent, c'est des Béninois. Donc, le faire, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'autre pan de la chose, c'est quoi? Il arrivera, et on l'a déjà vu, c'est pas la première fois, le chef de l'État profitera certainement de l'occasion de ce forum pour exposer sa vision, c'est-à-dire que la vision que le Bénin a en ce qui concerne le secteur économique, le secteur dont on a parlé tout à l'heure, que j'ai évoqué, savoir le tourisme, c'est-à-dire le secteur phare que le gouvernement, à travers le programme d'action, à travers son programme d'action, voudrait mettre en avant pour pouvoir capter et attirer les investisseurs vers la destination Bénin. Et donc, pour moi, c'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Et tout ce qui pourrait tourner autour, qui pourrait évidemment avantager le pays que nous sommes et donc que le chef de l'État représente, il ne ménagera forcément, lui et l'équipe qui l'accompagne, ne ménagera aucun effort pour que cela soit traduit en réalité. Donc, c'est l'idée que moi je me fais de la chose et je pense que c'est ce qui sera. Alors, Jean-Baptiste Honguer, au vu justement de ces développements de Mohamed Eliamidi, cela apporte plus peut-être de précision à votre préoccupation de tout à l'heure. Pas du tout. Mohamed, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. L'État a un rôle régalien. La liaison entre le Bénin et le Qatar, c'est l'État qui doit assumer ça. C'est son rôle régalien, d'assurer la liaison, de mettre le dispositif pour que ce soit les Qataris, que ce soit les Béninois. S'il doit avoir une liaison directe, c'est l'État qui fait ça. C'est son rôle. C'est justement ce que le chef de l'État essaie de faire. Oui, et je le remercie. C'est ce qu'il a d'ailleurs dit justement. Je le remercie, je le félicite. Mais c'est une grande opportunité, je dis, pour nos opérateurs économiques dans divers domaines, hein, si il avait prévu, parce que j'ai bien dit que je ne connais pas l'équipage du chef de l'État. Peut-être ce que je suis en train de dire, des hommes d'affaires, les opérateurs économiques sont dans sa délégation. Je dis si c'est le cas, c'est une très bonne chose. Et que pensez-vous justement, hein, quels sont ces atouts-là que vous pensez que le Bénin pourrait mettre en avant pour justement séduire ces investissements qataris à qui nous allons essayer de faire une opération de charme, en tout cas. Oui, le Bénin est en pleine construction, en pleine modernisation. Hein? Et les atouts que nous avons sur le plan touristique et sur le plan infrastructure, on peut aller vendre ça à l'étranger. Et c'est pourquoi je dis toujours que ce que le président Patrice Talon a fait, c'est bien, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut que nous accompagnions et que, à la suite du président Talon, celui qui viendra fasse encore mieux que ce qu'il a fait.
Donc, les avantages que nous pouvons en tirer, c'est que si la liaison arrive à se mettre en place, si la connexion se met en place dans tous les domaines, ça sera profitable pour la jeunesse béninoise, pour tout opérateur économique qui se retrouverait dans le domaine d'activité choisi par nos amis qataris. Bon, Florent, oui, sur cette même question, les atouts que le Bénin pourrait mettre en avant à ce forum qui va s'ouvrir dès demain déjà. Vous savez, que vous avez posé tout à l'heure la question à M. Runge, j'ai souri. Parce que je me suis demandé qu'est-ce que Qatar a de si particulier pour que le chef de l'État soit obligé de se déplacer lui-même pour aller au-devant des négociations. Ah ben, le pays s'inscrit aujourd'hui comme un véritable banquier mondial. Au cours du mandat du président Patrice Talon, nous avons vu des forums, nous avons vu des rendez-vous stratégiques pour lesquels on attendait que lui-même se déplace, mais il ne l'a pas fait. Bon, s'il l'a fait maintenant, j'imagine que lui-même s'est rendu compte que la diplomatie offensive du Bénin a besoin de sa présence prégnante pour gagner. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que le Bénin a apporté au monde, surtout aux Qataris? Puisque, vous voyez, le chef de l'État a entamé le processus de récupération des trésors royaux. Et non seulement le processus de récupération des trésors royaux, il a un vaste projet pour les musées, un vaste projet touristique. Et donc, c'est parmi tant d'autres offres du Bénin, c'est une offre que le Bénin voudrait proposer. Non seulement cela, comme je l'ai évoqué dans ma première intervention, il y a la zone industrielle de Gold-Dubé. Mais la question que moi je me pose, c'est de savoir si le Bénin ou si le tourisme béninois ou l'économie béninoise est si résiliente pour résister face à l'offensive économique du Qatar. Est-ce que le choc qui va se produire est examiné et analysé? Quel choc vous entrevoyez lorsqu'on parle du Qatar, c'est une civilisation plus évoluée que la nôtre. Alors, lorsqu'on va faire, vous avez parlé de lignes aériennes et autres, alors lorsqu'on va faire ces jonctions-là, on va faire ces liaisons, est-ce qu'on imagine un tout petit peu si le Bénin pourra résister face à l'offensive, face à l'impact, d'accord, disons, des obligations que les Qataris feront pour nous donner quelque autre avantage. Mais Florent, non, c'est des discussions. Oui. Un instant, n'est-ce pas? Ce sont justement des discussions et chaque partie mettra dans la balance ce qu'elle voudra. Si ça n'arrange pas une partie, on se retire. N'est-ce pas comme ça que cela fonctionne, Florent, oui, sinon? Vous n'allez pas me dire que le Bénin va à Doha pour ne pas ramener au pays des offres alléchantes. Des offres alléchantes. Nous sommes partis pour avoir des offres alléchantes pour pouvoir développer notre pays. Mais moi, j'examine ce que le Bénin propose et le choc que pourrait produire le contact entre ce que le Bénin propose et ce que le Qatar pourra nous proposer à partir de sa civilisation qui est très évoluée. C'est cela. Vous aussi, vous avez un choc. Mohamed Liami dit que le Bénin pourrait ne pas supporter ou en tout cas gérer. Vous pouvez vous en assurer que je n'en vois pas. Parce que quand j'ai commencé par écouter Florent tout à l'heure, j'ai noté qu'il posait des questions, ou plutôt qu'il se posait des questions. Et c'est heureux qu'après, il a commencé par y répondre lui-même. Parce que je me demandais qui allait répondre à ces questions, parce que c'est vous qui posez des questions. Mais à la fin, il y a encore des questions qui restent posées et malheureusement auxquelles il n'a pas pu trouver réponse. Si vous me demandez de répondre à ces questions, je ne pense pas que j'en ai besoin. Ce qui est sûr, il s'agit des opportunités. Et
il est d'abord question d'intérêt des deux pays. Le chef de l'État et sa délégation y est allé pour, c'est-à-dire essayer de convaincre les autres, bien sûr qui ont des capitaux et qui peuvent saisir les opportunités ici de venir le faire. Ça, c'est le rôle du chef de l'État et il va le jouer. Quand vous demandez est-ce que l'économie est assez résiliente, ça fait un bon moment que nous sommes là. Nous avons traversé des crises, hein, la crise du Covid, le choc pétrolier, ainsi de suite. Pour autant, nous tenons. Le taux de croissance dans le pays, vous le connaissez, ça tourne toujours autour de 6%. Donc, quand vous ne prenez déjà que ça, vous pouvez déjà commencer par trouver ne serait-ce qu'un début de réponse à vos questionnements. Donc, à partir de là, le chef de l'État sait et connaît les opportunités du pays parce qu'il a travaillé là-dessus. Le PAG a révélé ça. C'est le travail qui a été fait depuis toutes ces années où le gouvernement est en place, où le régime est en place. Ce n'est que ça qu'on veut aller vendre à l'extérieur pour essayer, comme je l'ai dit, de capter ces capitaux et ces opportunités pour le bonheur des populations béninoises. Parce que si ces investisseurs viennent ici et qu'ils investissent ici, ça profitera forcément au pays de façon directe pour ceux qui trouveront de l'emploi à travers les partenariats qui vont se nouer et ce qu'il y aura comme entreprise et de façon aussi le gouvernement aussi qui trouvera ses comptes à travers les devises qui viendront et forcément ça permet à l'État d'investir dans le secteur prioritaire. Donc pour moi, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de choc de civilisation qui s'annonce. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a une civilisation au-dessus, c'est-à-dire en face, et qui est au-dessus de la nôtre. Nous avons des offres, nous voulons leur proposer ce que nous avons, aussi bien historique et donc touristique. Et nous croyons bien que ça peut intéresser ces gens-là parce que vous connaissez les Qataris, vous connaissez leur envie, vous connaissez... C'est-à-dire, pour moi, c'est une cible parfaite. C'est quelque part où on peut trouver ce dont on a besoin pour développer le pays. Et c'est pas que le secteur touristique, hein. On peut trouver là-bas des investisseurs qui vont s'intéresser à beaucoup d'autres secteurs ici, beaucoup d'autres domaines qui feront forcément la croissance pour le pays et cela n'est que bénéfique pour notre pays. Je demandais justement ce qui pourrait intéresser ces investisseurs qataris de ce que nous pourrions leur proposer. Vous savez, tant que ça peut rapporter pour l'investisseur, c'est une question d'affaires, tant que ça peut leur rapporter, c'est-à-dire ils investissent et ils gagnent, puisqu'ils ne sont, ce n'est que ça qui les motive. Nous avons beaucoup de choses, quel que soit le secteur, quand vous prenez le secteur économique, tous les projets inscrits, par exemple, les projets du programme national du gouvernement, il y en a là, on a besoin d'investir, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans les infrastructures, quand je dis infrastructures, que ce soit les routes, que ce soit tout ce qui peut participer au développement, à la modernisation, et que cela peut permettre à ces investisseurs-là de tirer profit. Évidemment que si ce n'est pas le cas, ils ne vont pas venir, ils ne vont pas s'intéresser à cela. Donc, nous avons beaucoup d'atouts, hein, beaucoup d'atouts que nous pouvons mettre en exemple et qui peut les intéresser. Que ce soit dans le secteur agricole, on a besoin de transformer, que ce soit dans le secteur agricole, et nous savons qu'il n'y a pas d'industrie sans secteur premier, parce que le secteur agricole, c'est le secteur premier. Du secteur agricole, qui est le secteur premier, au secteur secondaire, jusqu'au secteur tertiaire, il y a plein d'opportunités, et le Bénin actuellement est en chantier. Nous savons que nous misons activement sur l'industrialisation, ne serait-ce que la zone économique de Boudibé, qui est là, et récemment, le gouvernement a pris la décision de poursuivre dans ce sens-là en créant encore d'autres zones économiques spéciales. Et tout ça, on aura forcément besoin d'investissement, besoin de capitaux. Et ces capitaux-là, il faut aller les chercher. Oui, Jean-Baptiste Songa, vous demandiez la parole tout à l'heure. Oui, je voudrais demander à mes amis de revenir sur Terre parce que... On a quitté le Bénin, même si on parle du Qatar. Lorsqu'on parle du tourisme, si nous prenons ce domaine-là, les Qataris ne viendront pas regarder nos œuvres d'art. C'est des religieux et ils ont horreur à toutes ces choses-là. Vous avez vu? Ils ont horreur. Ils ont horreur à des choses qui amènent l'invocation d'un autre Dieu. Ils ont horreur à ça. Donc ils ne sont pas dans
le plaisir de ces choses-là. Non, Ça fait un. le tourisme De n'a deux. rien à voir avec ce que Non, vous dites, quand vous parlez de Jean-Baptiste tourisme, Monguet. là, leur goût touristique, c'est les infrastructures immobilières. Immobilières plutôt. Immobilière, oui. Et si, par exemple, comme l'a dit Léa Midi, si on avait des projets d'infrastructure sur nos berges, par exemple, ces Qataris peuvent s'intéresser à ça, à voir ce qui se passe chez eux là-bas. D'accord? Et nous prenons le secteur agricole. Il y a la vallée de l'Emé, qui est la deuxième vallée la plus riche après le Nil. On peut les amener à s'intéresser à ça pour lancer l'éclosion du développement de cette vallée. Et lorsqu'on parle de la zone industrielle de Glodjibé, si effectivement ces investisseurs arrivent dans notre pays, la zone industrielle de Glodjibé est tellement petite, sera obsolète pour contenir ces gens-là. Donc, nous pensons qu'il faut créer plusieurs zones industrielles et prévoir des ranches dans ces zones-là pour permettre le plein emploi, la création d'emplois pour les jeunes. Donc, ce qui sera profitable pour nous dans les tout prochaines années, c'est qu'on ait un plan de développement global et qu'on présente à nos partenaires et qu'ils choisissent. Par exemple, ils choisissent par exemple l'immobilier, par exemple, les hôtels de luxe, les hôtels un peu comme ce qui se passe dans ces pays-là. Vous avez vu certainement dans les vidéos que les gens construisent sur la mer, sur l'eau. On peut dupliquer ça dans notre pays ici, parce que nous en disposons aussi. Nous avons Canvier, qui est un site privilégié pour expérimenter la construction sur l'eau. La construction en matériaux définitifs sur l'eau. On peut les intéresser à ça. Donc voilà un panoplie de projets pour lesquels vraiment je vais souhaiter que le gouvernement du Bénin puisse présenter à nos partenaires. C'est vrai, nous ne sommes pas seuls. C'est déjà un début pour le gouvernement, pour le régime. C'est déjà un début. D'autres vont emboîter le pas et intensifier cela pour que la mise en œuvre, la mise en application puisse démarrer, effectivement. Donc, voilà un peu ce que je pense. Oui, c'est des secteurs que vous pensez que le Bénin peut vendre afin de pouvoir attirer ces investisseurs qataris qui certainement vont demander en contrepartie un environnement d'affaires sécurisé. Avec l'expérience que nous avons, Florent Roussinon de la GDIZ, nous pourrons au moins assurer que cet environnement d'affaires sécurisé ne sera pas un luxe dont on va les priver. Non, vous savez, depuis que le programme d'action du gouvernement a été opérationnalisé, et depuis le PAG1 jusqu'au PAG2, le gouvernement a donné la priorité à l'assainissement de l'environnement des affaires. À tel enseigne qu'aujourd'hui, il est très facile d'investir au Bénin, de créer une entreprise, il suffit seulement d'aller sur le site de la pièce et rapidement, en 24 heures, on a une entreprise. C'est un atout pour l'investissement au Bénin, pour attirer aussi des investisseurs. C'est clair que quand les Qataris vont décider de venir investir, encore qu'ils le faisaient depuis, nous avons la Banque islamique de développement qui finance beaucoup de projets dans le pays, de construction d'écoles et autres. Et donc, l'environnement d'affaires était déjà assaini, avec un cadre juridique bien conforme et moderne. Et donc, les Qataris n'auront pas à se plaindre de ce côté-là, je pense. Oui, pardon, Mohamed Liamidi, pas de plainte à avoir sur un environnement d'affaires sécurisé. L'environnement s'est amélioré depuis on peut le dire, depuis l'avènement du régime actuel. Vous avez déjà, parce que quand vous parlez de sécuriser l'environnement et d'affaires, c'est d'abord la justice. Le fait de s'assurer que quand il y aura un contentieux, parce que des contentieux, ça naît toujours dès lors qu'il y a collaboration, on peut déjà laisser la place au contentieux.
Il y a la spécialisation des tribunaux. Nous avons par exemple un tribunal de commerce. Et tout cela participe à sécuriser l'environnement. Ensuite, il y a la facilitation, la dématérialisation, tout ce qui est fait dans ce domaine que Florent a rappelé tout à l'heure. Et tout ça participe à la sécurisation et à créer un environnement d'affaires qui puisse vraiment motiver et permettre de convaincre les investisseurs et donc capter les capitaux. Quand on a fait ça, il est important ensuite, comme je le disais depuis le début, qu'on aille maintenant, que l'on mène l'offensive et donc partout on sent qu'on peut nouer des partenariats, que ça peut profiter au pays, que l'on s'y mette. C'est pour cela que quand Florent disait tout à l'heure qu'il s'étonne pourquoi le chef d'État se déplace lui-même, si cela a d'intérêt pour son pays, et vous ne pouvez pas juger que cela est moins important que d'autres, parce que là on parle d'économie et le pays ne tournera pas sans ça. On ne fera pas de la politique tout le temps. C'est pas la politique qui permet de payer les salaires. Et donc c'est quelque chose d'important, de très important même je dirais. Et donc vous connaissez la détermination du chef d'État en ce qui concerne la révolution économique du pays. On est en train là maintenant d'aller vers un modèle beaucoup plus en vue. On est en train de faire en sorte d'avoir un modèle économique. Et tout ce qui peut participer à cela, à mettre cela en place solidement, le chef d'État ne lésine pas parce qu'il a besoin de faire évoluer son pays. On est en train d'avoir un modèle économique chuté, Mohamed Yamidi. Florent Ruissounou reste à espérer que le Bénin puisse tirer le meilleur parti de ce forum. Oui, tant mieux. Et c'est le vœu de tous les Béninois. C'est le vœu de tous les Béninois, comme je le disais déjà à l'entame, c'est que ce sacrifice, ce déplacement particulier, cette délégation particulière qui va à l'offensive au forum économique de Doha, puisse nous rapporter beaucoup disons, comme le dit Liamine, beaucoup de devises, qui participent, et je le cite là-dessus, qui participent au développement de la nation, qui participent à l'avancée et qui renflouent même, j'allais dire, les caisses de l'État pour permettre aux Béninois lambda, pour permettre aux écoliers, pour permettre aux pauvres de pouvoir souffler, de pouvoir sortir de sa souffrance et de pouvoir dire, de pouvoir mériter d'être dans un pays où le chef de l'État, où les responsables au sommet de l'État pensent effectivement aux populations vulnérables qui sont loin de Cotonou, qui sont dans la chaleur, qui sont dans l'inondation toute l'année, qui sont dans la sécheresse, qui sont confrontés à beaucoup d'aléas climatiques, et aussi qui ont été dégapis et qui attendent aussi d'être dédommagés. C'est ça. Ouais, Jean-Baptiste Onguet, si le chef de l'État s'est déplacé, point de doute que notre pays tirera un meilleur parti et aura certainement à conclure de bonnes affaires, on peut le dire. Et je répète une fois encore et demander à mon jeune frère, le journaliste, il s'appelle comment? Florent aussi. Florent, de revenir sur terre. Ce n'est pas le voyage du chef de l'État qui fera que tout sera rose. Non, 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 non. Il faut revenir sur terre. C'est un début de coopération entre deux pays. Et ce que nous avons à vendre, nous leur présentons. Ce qu'ils ont à nous donner, ils vont nous présenter. Vous l'avez su bien dit que le Qatar était déjà dans le pays à travers la Banque islamique de développement qui finance la construction des routes, la construction des écoles, la construction de ceci, de cela. C'est déjà bon. Et ce que nous souhaitons, effectivement, c'est que les opérateurs économiques qataris, en débarquant dans notre pays, puissent rencontrer les opérateurs économiques béninois. Combien d'opérateurs économiques béninois nous avons maintenant par rapport à ce qu'ils vont nous proposer? C'est ça d'abord. Et le développement ne peut que partir de notre pays. Le développement ne viendra pas d'ailleurs. Ce n'est pas eux qui viendront développer notre pays pour que les enfants mangent, pour que les inondations cessent, pour que les étudiants trouvent de l'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. À travers notre sérieux, à travers
le travail conscient à travers la multiplication de nos hommes d'affaires. Lorsque nous avons beaucoup d'hommes d'affaires, il y a la création d'emplois, il y a le plein emploi. Chacun puisse trouver son compte. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il faut créer plusieurs zones industrielles. Plusieurs zones industrielles. Il faut lancer le développement de la vallée de Lomé. Vous ne pouvez pas imaginer, si on lançait le développement de la vallée de Lomé, ce que ça peut rapporter à tout le peuple béninois qui après a commencé par exporter. Nous avons des partenaires autres que le Qatar qui viennent à notre secours. Mais cela n'a pas permis de régler tous les problèmes. Et l'arrivée et le partenariat scellé entre le Bénin et le Qatar ne peut jamais résoudre nos problèmes. Ils vont peut-être nous accompagner. Pas tous les problèmes. Ils ne peuvent pas régler un problème. C'est nous-mêmes qui allons régler notre problème. Ils ne peuvent pas régler notre problème. C'est nous-mêmes qui allons régler notre problème. Bien. Il faut rappeler que le chef de l'État s'est déplacé avec toute une délégation dont le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani. Certainement qu'ils ont peaufiné les projets à présenter afin de conclure de bonnes affaires. On y reviendra certainement, mais pour l'heure, on va en venir à la préoccupation de Florent Rossinon, c'est Béninois dont il se fait le défenseur sur ce plateau. Vous l'avez compris, on enchaîne avec notre second sujet. Mesdames et messieurs, Cotonou et ses environs sont régulièrement confrontés, comme vous le savez, au défi des inondations. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou et le projet d'amélioration du cadre de vie dans les villes secondaires sont présentés comme des réponses structurantes. Nous allons apprécier ce soir leur efficacité, d'autant plus que nous sommes dans une période de pluie. Florent Rossinon, déjà en première question ou à travers cette première question, comment évaluez-vous à votre niveau la pertinence de ces approches adoptées par le PAPC et le PAPVS face à la complexité, on peut le dire, des problèmes d'inondation à Cotonou et dans les zones environnantes? Lorsqu'on se souvient d'un passé très récent de Cotonou, où lorsqu'il y a une petite pluie, on se retrouve dans l'eau, tout Cotonou se retrouve dans l'eau, à telle enseigne que le maire de Cotonou a qualifié la situation Cotonou de Cototrou. On comprend que le gouvernement puisse mettre en œuvre des projets pour atténuer les effets de l'inondation à Cotonou. Et vous voyez, de tristes mémoires, je me souviens du programme 3CI, Cotonou en campagne contre les inondations. Et la municipalité de Cotonou, en son temps, est partie chercher des fonds de la Banque mondiale pour réaliser des collecteurs. L'exemple que je donne, c'est celui d'Agla, dans le 12e arrondissement de Cotonou, 12e ou 13e arrondissement de Cotonou. Mais curieusement, ces collecteurs qui ont été construits, au lieu de drainer de l'eau, drainent du sable. L'exemple est là. Les Béninois peuvent prendre leur moto et faire un tour à Agla pour voir. Et donc, on comprend qu'aujourd'hui, que le gouvernement de Patrice Talon décide d'aménager le territoire, mais ce qui retient mon attention, c'est la manière avec laquelle on aménage le territoire pour atténuer les effets de l'inondation. Vous voyez, c'est un vaste projet qui a plusieurs démembrements. Et donc, il est même difficile pour le Béninois lambda d'appréhender quels sont les objectifs de ce qui se fait. À Agla, vous allez un peu voir ce qui se fait. Quand moi j'ai parcouru un peu dans la zone d'Agla, vous voyez, on fait une sorte de rétention de l'eau. Et au bord de ce qui servait de marécage, on a mis de la terre jaune, on a mis quelques roches attachées avec... Gabion, on appelle ça gabion. Bon, d'accord. Donc, on a fait cela pour faire de la rétention d'eau. Et on a aménagé tout l'alentour. Et ça me fait
ça me fait venir à l'esprit la méthode qu'a adoptée le président Kérékou lorsqu'il s'est agi pour lui de trouver un endroit proche de l'aéroport de Cotonou pour construire une cité, aménager le marécage. Alors en ce temps, on est parti piper de l'eau, du sable de mer et on a remblayé la cité Ruikon. Aujourd'hui, vous passez par là, vous voyez comment est-ce que l'aménagement du territoire a été concrétisé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du sable du mer qu'on prend. On va prendre du sable des lagunes et on remblaye le marécage. Alors que vous voyez, le marécage nous sert aussi d'oxygène. Ce sont des zones humides qui procurent de l'oxygène pour la vie. Alors, on se pose la question de savoir quel est le problème qu'on veut régler. Moi, c'est la question que je me pose. Quel est vraiment le problème qu'on veut régler en faisant de l'aménagement de cette façon-là? Donc, vous ne voyez pas que c'est le problème d'inondation. Enfin, c'est au-delà du problème de l'inondation. C'est ce que vous êtes en train de dire, Florent Rossignol. Oui, Jean-Baptiste Ronga, je vous donne la parole. Bon, il hésitait là. Il hésitait. On ne va pas le renvoyer encore. Il hésitait. Je crois que j'ai retenu un mot de lui. Il a parlé que le gouvernement, le régime du président Talon a fait un projet d'assainissement pour atténuer. Il a parlé d'atténuation. C'est bien. Et je dis, ce qui se fait, c'est dans un plan d'action. Et ce qui dit qu'on est en train d'enlever le marécage pour amener du sable là, c'est de l'assainissement qu'on est en train de faire. Mais il y a une chose, quels que soient les investissements qu'on ferait à Cotonou, allez écrire ça quelque part. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Quels que soient les investissements en matière d'assainissement, quand il y aura la pluie, Cotonou sera inondé, les maisons seront inondées. C'est le cas actuellement, Jean-Baptiste Ronga? Mais il n'y a pas encore de pluie. Ah. Il n'y a pas encore de pluie. Celle du samedi dernier ne vous a pas. Il a dit la petite, non. C'est ça, je dis, d'abord, tu as parlé d'atténuation, et je suis d'accord. Et je dis, quel que soit, parce que lorsque vous comparez la municipalité au temps Soglo et la Cotonou au temps du régime Talon, c'est deux choses incomparables. Parce que, non, attendez. Au temps de Soglo, les investissements là, c'était à coût de moyens. Mais aujourd'hui, on a investi, si j'ai bonne mémoire, en tout cas, des centaines de milliards. Je dis bien des centaines de milliards pour l'assainissement de Cotonou. Et Cotonou ne veut pas entendre raison. Parce que le colonisateur, le colon, avait déjà décrété que Cotonou, ce n'est pas une zone où l'on devrait vraiment habiter. C'est pourquoi ils ont envoyé la capitale dans Porto-Novo. Pourquoi les autres villes ne s'inondent pas comme ça? Vous voyez Calavi, qui est proche de Cotonou, il n'y a pas d'inondation que ce que nous observons à Cotonou. Il faut dégager Cotonou et créer des bassins de rétention d'eau dans certains quartiers. Il faut créer des bassins de rétention d'eau dans certains quartiers, de sorte que le surplus d'eau que n'arrivent pas à contenir les caniveaux ou les collecteurs se déversent dans ces bassins-là. Ce qui va véritablement atténuer lorsqu'il y a cru que les maisons puissent être sans inondation, que les rues puissent être sans eau ruisselante, pour amener un peu la paix dans le pays. Mais est-ce qu'avec ces différents programmes, vous constatez déjà un début d'impact tout au moins tangible? C'est ça, je dis, il a parlé d'atténuation. C'est un mot très fort. C'est un mot très fort. Ce que nous sommes en train de faire, je dis, on peut déployer 2000 milliards dans Cotonou. C'est moi qui le dis. Je peux me tromper. Cotonou, quand il y aura pluie, Cotonou sera dans l'inondation. Parce qu'au moment où vous ouvrez des collecteurs là, vous êtes en train de fermer d'autres points d'eau. Il y a des zones d'eau naturelles qui sont bouchées par les constructions sauvages. Il faut dégager, il faut avoir le courage de dégager ces gens-là de là. Il faut
le système de poussée d'Archimède, lorsque nous construisons suffisamment dans Cotonou, Cotonou est déjà sur l'eau. La nappe phréatique est déjà à peut-être 1 mètre. Et que vous construisez, vous ne faites que mettre d'autres fosses sur là. L'eau sera obligée de sortir. Donc, l'effort déployé par le gouvernement, nous l'apprécions, mais nous disons, il faut que on change de paradigme. On change de paradigme. Quand il y a Semenpodi, il y a Porto-Nouveau. Porto-Nouveau, par exemple, la capitale, ne dispose même plus d'un ministère. Or, le seul ministère qui est à Porto-Nouveau est envoyé à Cotonou. Et le déplacement du personnel qui était à Porto-Nouveau revient encore à Cotonou. Mais chaque fois que nous marchons, c'est des poids que nous donnons à la terre. D'accord. Mohamed Liamildi, sauf si vous n'avez pas fini, Jean-Baptiste Onguet. Non, vous avez fini, je ne veux pas vous... Oui, Mohamed Liamildi, voilà, difficile, la question d'inondation est un casse-tête en raison de la situation géographique de Cotonou. Mais est-ce que, la vraie question, est-ce que ces efforts à travers les programmes dont nous parlons sont déjà une solution de cette difficulté d'inondation que les populations ou les riverains de Cotonou vivent? À tout le moins, c'est un début de solution. Parce que le progrès se mesure dans un sens où on part d'un point, d'une situation initiale dégradée, vers un autre point où la situation est améliorée, où on vit mieux que ce qui se passait. Et quand on reste dans cette approche, tous ceux que vous interrogez dans Cotonou vous diront que le souvenir qu'on avait de la ville par rapport à aujourd'hui, que ce souvenir-là est désormais, oui, je peux le dire comme ça, lointain. Parce que, vous savez, à pareil moment, il y a 10 ans, les habitants de la Copa déménageaient. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que ce qu'il y a là déjà, pour ce que nous connaissons, la quantité d'eau qui est tombée là déjà là, il y a 10 ans de cela, la quantité d'eau qu'il y a là suffisait déjà pour certains quitter leur maison et revenir après la seconde saison qui viendra. Et on a vu ces 2 saisons passer au cours des années antérieures, c'est-à-dire l'année passée, l'année surpassée. En tout cas, depuis que le programme est mis en place, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu déploiement, que le programme est on est en train de faire les travaux en ce qui concerne ce programme d'assainissement pluvial de Cotonou là. Nous voyons des effets. Cela c'est clair, c'est net. Mais quand on remonte, c'est-à-dire que quand on veut avoir une vision globale de la situation, nous savons tous que géographiquement que Cotonou par rapport au niveau de la mer, c'est en dessous. Donc il y a un problème de nappe phréatique, comme l'a dit M. Onguet, qui se pose. Et la solution, on n'en a que 2, parce que le problème même est là. Ou bien on pompe la nappe phréatique, ce qui va coûter énormément, parce que là il faut aller chercher les moyens. Et Dieu sait que ce n'est pas seulement la question d'inondation qui est la préoccupation d'un gouvernement. D'accord? Donc on ne peut pas mettre tous les moyens qu'on a pour cela. C'est pour cela qu'il faut louer l'effort qui est fait là déjà pour avoir ce résultat-là. Parce que les gens ont empêché l'eau sur son passage naturel, ou bien les nids d'eau, c'est-à-dire que là où l'eau doit rester naturellement, les gens sont allés construire là. Donc ça a créé ce problème-là. Ajouté à la cause qui est la cause politique de ce que, à un moment donné, ce qui doit être à Porto-Nouveau a été déplacé vers Cotonou. Donc quand on prend ça et qu'on met ça bout à bout, la solution, c'est faire ce qu'on est en train de faire là, à une échelle ou à une puissance, je dirais 5, 10, 15. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire là, continuer dans ce sens-là. Et je viens de dire tout à l'heure que ce n'est pas forcément ça la priorité d'un gouvernement. Maintenant, en conséquence, ou du moins en connaissance de cause, nous connaissons les causes. Mais quand on choisit alors de viabiliser Cotonou et d'en faire la capitale économique comme on l'a fait là, parce qu'on ne veut pas faire le choix peut-être, c'est-à-dire une rupture à ce niveau-là, de retourner là-bas et d'aller tout reprendre, parce que c'est aussi une question d'infrastructure et il faut mobiliser les moyens pour ça. Quand on veut faire comme on est en train de le faire là,
Il faut savoir que voilà la situation de départ et malgré les investissements qu'on fera, ça va prendre du temps et voilà ce qu'on peut espérer trouver dans tel nombre d'années. Et c'est ce chemin-là, que nous sommes et on est en train de le faire. Et quand on comprend ça comme ça, on ne peut pas dire que ce qui est là, ce n'est pas déjà un début de résultat. Il faut maintenant espérer que cela puisse continuer tout en limitant les impacts. Tout en limitant, quand je prends en compte ce que M. Ngoué a dit, il faut le limiter. Il ne faut pas rajouter à ce qui est déjà là. Il faut limiter et essayer de voir ce qui est possible. Maintenant, désengorger vers Calavi ou vers Cotonou, vers Porto-Novo, ça sera, de mon point de vue, progressif. Et on va mettre les moyens en place, les infrastructures en place pour que Porto-Novo, à la longue, peut-être dans 10 ans, je le dis comme ça, puisse dignement représenter ce qu'on peut appeler une capitale. Alors, on n'a plus le temps, puisque nous sommes en train de jouer presque les prolongations sur le temps. Je vais vous donner quelques secondes pour conclure vos propos. Je commence par vous, Florent Ruchino. Donc moi, je pense que l'initiative entreprise par le gouvernement d'atténuer l'inondation à Cotonou, elle est salutaire. Seulement qu'il ne faut pas en rajouter plus. Parce que vous voyez, pour le projet d'assainissement pluvial de Cotonou, on élève le niveau des caniveaux. Ce qui fait que les maisons se retrouvent en bas, en deçà. Et donc, lorsqu'il n'y a plus, les gens auront même des difficultés à évacuer l'eau de leur maison. Il faut qu'on veille vraiment à atténuer l'inondation en limitant ses impacts futurs et proches. Jean-Baptiste Ngoué, 30 secondes. Oui, je voudrais remercier le gouvernement, je le dis, pour son courage. D'abord, pour la connexion entre le Qatari et le Bénin, mais j'aurais bien aimé souhaiter qu'on ait des hommes d'affaires, des opérateurs économiques qui accompagnent le chef de l'État à ces rendez-vous importants. Et vous avez dit que peut-être que vous défoncez une porte déjà ouverte. Par rapport à l'assainissement, comme l'a dit mon jeune frère, le gouvernement a fait déjà beaucoup pour atténuer. Et comme l'a aussi confirmé Mohamed Liamidi, le gouvernement a fait beaucoup pour atténuer. Nous souhaitons que cela continue et qu'on puisse désengorger véritablement Cotonou vers la capitale et faire de Porto-Novo la véritable capitale du Bénin. Voilà. Merci à vous, Jean-Baptiste Ngoué, acteur politique. Florent Ruchino, merci. Vous êtes journaliste. Et Mohamed Liamidi, spécialiste en communication éditoriale et digitale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Il est 20h. Là, tout de suite, c'est le point de l'actualité. Nous rendons l'antenne. Espérons vous retrouver demain avec le même plaisir. Bonne soirée.